Bonjour à toutes et à tous. Alors, envie de lecture, nouvelle émission. Alors, la lecture, attention, ce n'est pas neutre. Comme disait Daniel Pennac, la vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens. Alors, on va essayer de trouver du sens à notre monde. C'est compliqué en ce moment. Enfin, en 2020, ça va aller mieux. Donc, Nathalie Wolf va nous parler, donc, qui est maître de conférence à l'unité de Versailles-Saint-Quentin, en droit, va nous parler du dernier prix Goncourt de 2019. Tout à fait. Merci beaucoup Bernard. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Jean-Paul Dubois tout au long de la fin de l'année 2019, puisque comme tu viens de le dire, c'est le prix Goncourt 2019. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, il est encore temps de commencer l'année 2020 avec cette lecture. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, donc c'est le titre de ce très beau livre. Et c'est aussi cette phrase que le père de Paul qui est le personnage principal de ce livre, utilise pour minorer les fautes de chacun. Et la faute commise par Paul, eh bien, pendant la majeure partie de ce livre, on ne la connaît pas, mais on sait que Paul, qui est le fils d'un pasteur, il est emprisonné à Montréal et il partage sa cellule avec Patrick. Patrick est un détenu marginal, violent et en même temps assez biker, en même temps assez attachant. Et après un certain temps de défiance, eh bien, les deux vont nouer une relation amicale. Et donc le livre commence en prison. Alors moi, ce que j'ai trouvé extrêmement réussi dans ce livre, c'est que dès les premières lignes, on est pris, et dès les premières lignes, ça fait ça avec les grands écrivains, eh bien le style est remarquable. On est en prison, et pourtant c'est vivant, même s'il s'agit d'un univers qui en principe n'est pas familier pour la plupart d'entre nous. Oui, oui. Il fait bien découvrir l'univers pénitentiaire de ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Mm-hmm. Comme aussi un appareil digestif aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il écrit vraiment avec les 5 sens. Il écrit comme ça au début, j'écoute le froid. Ici, il fait du bruit, un bruit particulier. La prison nous avale, nous digère, voilà. etc. Donc il y a des odeurs. Il y a des odeurs, voilà. Il y a des couleurs, il y a des odeurs, on voit, on sent. Et c'est absolument remarquable comme style. Alors donc le livre se passe en prison et en même temps dans la tête de Paul, dont on va suivre les souvenirs. Donc on a une technique narrative qui alterne comme ça le présent et le passé. C'est pas très original, c'est classique. Et pourtant, il le fait, Jean-Paul Dubois, avec une très très grande réussite. Parce qu'à chaque épisode, on a envie de connaître la suite, un peu comme dans un roman policier bien construit. Alors Paul passe en revue bien les moments de sa vie, les grands moments de sa vie. Il y a le rapport au père qui a démissionné de la famille, il y a la mère qui est d'une beauté spectaculaire. On va traverser la vie de Paul depuis l'enfance dans les années 70, moment de grande liberté. On arrive également au Canada, et puis dans un immeuble, l'Excelsior, où vivent une soixantaine de personnes qui sont en train de vieillir, et lui est intendant de cet immeuble. Entre nous, il doit avoir un sacré boulot. Un sacré boulot d'intendant, exactement. Et il y a des pages magnifiques qui sont consacrées à la femme aimée. C'est bouleversant. Il aime cette femme passionnément jusqu'à l'issue tragique. Vraiment, c'est absolument bouleversant, ces pages. Alors, on se demande comment Paul, qui est bien sous tout rapport, a pu se retrouver sous les verrous. Et le lecteur ne le découvre qu'à la fin de sa longue confession, tragique et burlesque, et qui révèle aussi que cet homme, il est courageux, il est digne. Et donc, on a une construction qui est marquée, donc c'est vrai, on l'a dit, avec ce style extraordinaire, mais aussi il y a une grande tendresse. On a des personnages qui sont très touchants. Ce Patrick dont on parlait, il raconte notre société. C'est véritablement ça. Et on est toujours dans ce livre, dans le tragi-comique. Il y a des scènes très dures, la promiscuité en prison, et pourtant c'est traité avec beaucoup d'humour. Alors moi, ça m'a fait penser un peu au film italien des années 70, vous savez, où on a des héros, anti-héros plutôt, qui ratent entre guillemets leur vie. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire réussir sa vie, mais en tout cas, bon, on va dire ça, qui la rate. Et d'ailleurs, Dubois, il écrit au milieu du livre, j'adore cette phrase, il y a une infinité de façons de gâcher sa vie. Bon, alors tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, ça c'est sûr, mais ce qui est aussi sûr, c'est que Jean-Paul Dubois, eh bien, il construit ses personnages, il habite ses personnages avec beaucoup de mélancolie, avec une grande humanité.
Et je crois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on a la gorge extrêmement serrée quand on ferme ce livre, parce qu'au fond, pour conclure, je dirais que Dubois sait parler des choses de la vie. Oui. Il sait, je sais vraiment les choses de la vie, comme le disait Claude Sautet. Hein. Il sait parler des difficultés, des chocs terribles, des tranches de vie, et puis du souvenir des êtres aimés surtout. Mais ce que j'ai aimé dans ce roman aussi, c'est qu'effectivement, on part de l'enfance. En prison, tout est évoqué, etc. Et puis se dessine tout doucement, progressivement, l'histoire de... C'est Paul. Oui, tout à fait. L'histoire des Paul jusqu'à la fin. Et on ne lâche pas les pages, quoi. On ne lâche pas les pages. On ne lâche pas les pages, ouais. On continue jusqu'au bout parce qu'on a envie de savoir davantage. Et c'est toute sa vie qui se dessine au fur et à mesure. On part de la prison, mais c'est toute sa vie qui se dessine. C'est un très beau livre, hein. C'est extrêmement bien construit. Mais c'est ça, parce que parfois on est un peu déçu des prix Goncourt. Là, il est très bien écrit. Hein. Mais dans les prisons du Canada, c'est pas mieux qu'en France. Non, c'est la prison Bordeaux. Ça au Canada. reste des démocraties et des pays respectueux des droits de l'homme, mais la prison reste la prison, ça reste un enfer, hein, bien sûr. C'est un enfer, et puis l'hiver, quand il fait moins 30 dehors, ils ne sont pas chauffés dans la prison. Ils arrivent à avoir des moins 10, alors ils se mitouflent pour résister le mieux qu'ils peuvent. Mais il est bien écrit, il est simple, et puis la vie qui se dessine au fur et à mesure de ce Paul. Il ne faut pas dévoiler la fin pour ceux qui n'ont pas lu. Hein. Non, surtout pas. Merci Nathalie. Et avec Patrick, donc, on va rester sur le continent nord-américain avec un monument de la littérature, l'attrape-cœur de Jérôme Daniel Salinger. Oui. Alors lui, c'est pareil, c'est un monument littéraire, c'est un événement, l'attrape-cœur. Alors ça, c'est un livre, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait eu 65 millions d'exemplaires de... Il s'en vend encore 200 000 chaque année. Et il s'en vend encore 200 000 chaque année. C'est un baisse. Alors je pense que c'est un livre pour une envie de lecture qui s'adresse à ceux qui ne l'ont pas lu, ceux qui ont envie de le découvrir ou ceux qui ont envie de le relire. Mais si on veut rentrer dans le livre, il est absolument simple. À la première page, on est déjà rentré dedans. En gros, grosso modo, c'est un livre qui traite de l'adolescence. Mais c'est un livre qui traite des adolescences universelles. Je crois que tout le monde peut se retrouver à l'intérieur de cette adolescence qui est traitée par Salinger. Mais il faut dire aussi que Salinger, c'est une légende de la littérature américaine qui a fait, qui a commencé à écrire l'attrape-cœur un petit peu avant la guerre, et puis il a été mobilisé avec des millions de... Il a rencontré Hemingway, je crois. Il a rencontré Hemingway. Il était au D-Day, donc il a fait le débarquement en août 1944. Puis après, il est allé jusqu'à la guerre dans les Ardennes. Les Allemands reculaient de plus en plus. Et puis là, il a eu des troubles psychologiques, des troubles psychosomatiques, etc., etc. Et puis ils l'ont mis à part. Il avait des sacrés troubles psychologiques. Et après, en revenant de l'armée, en revenant chez lui, donc il a terminé l'attrape-cœur qui est là, qu'il avait commencé un peu avant la guerre, etc. Et puis il a été publié en 1951. Mais de suite, ça a été un emballement. Et le livre... alors, je vais parler de l'attrape-cœur, mais je parle un peu de Salinger, parce que c'est vraiment un écrivain très mystérieux, très énigmatique. Et il a écrit des nouvelles aussi magnifiques. Mais dès l'apparition de l'attrape-cœur, devant le succès, il s'est réfugié chez lui. Il s'est enfermé avec ses 2 enfants. Salinger, je crois qu'il est mort il y a 2-3 ans. Il n'a pas voulu voir une télévision, une radio, une interview, rien du tout. Il a la coupure avec le monde. Il a fui le succès. Il y avait un côté mystique aussi, un peu. Oui. Alors pour dire 2 mots quand même de l'attrape-cœur, c'est comment dire. C'est un roman d'apprentissage. C'est un roman, c'est une quête de. C'est un jeune lycéen qui s'appelle Holden Caulfield, et puis qui est dans un lycée à New York. La famille Caulfield, c'est une famille bourgeoise américaine qui est bien placée, qui vit à New York, etc. Et lui, il est dans un lycée. Et il vient de se faire virer 3 jours avant les vacances de Noël. Il vient de se faire virer de ce lycée. Mais ce n'est pas le premier lycée dont il se fait virer. Et c'est un drame pour lui, parce qu'il est dans un vide absolu. Il est en quête de lui-même, il ne sait pas comment faire. Alors, il a une famille portant bien comme il faut. Il a un grand frère qui est écrivain à Hollywood, qui a une Jaguar, qui vient le voir de temps en temps. Il a un autre frère, mais lui qui est mort d'une leucémie, qui s'appelait Allier.
Et il n'a pas supporté la mort de son frère, alors il a défoncé les portes de garage de ses parents. Et puis ses parents, ils ont dit, on va le recadrer, toi, psychanalyse. Alors ils l'ont mis en psychanalyse pour essayer de le recadrer, mais apparemment ça ne s'est pas recadré comme il faut. Et puis il est, il est viré de tous les lycées, tout ça. Et puis il a une petite sœur qui s'appelle Phébé, qui a 10 ans, et alors avec lequel il est très proche. Mais c'est parce que Salinger et son héros, qui se confondent un petit peu, il n'a pas franchi le cap de l'enfance. Il aimerait rester dans l'enfance. Il y a cette frontière ténue, cette interface qui est le passage de l'enfance, l'adolescence au passage des adultes, et il refuse le passage des adultes. Alors je ne sais pas si c'est ce qui explique que plus tard il se fait renfermer un peu sur lui-même. Alors donc ce gamin qui s'appelle Caulfield, Holden Caulfield, il est viré de son lycée. Alors il se retrouve, donc il s'en va, il part, 3 jours avant Noël, et puis c'est l'errance, c'est sur des aventures grotesques, émouvantes, et puis qui sont à travers les rues de New York. Je voudrais vous parler d'Un homme à abattre, hein, un livre de journaliste, Benoît Colomba, qui travaille à France Inter, un énorme travail de journaliste, plusieurs années d'enquête sur ce drame qui a marqué la Ve République, Un homme à abattre, le drame de Robert Boulin. Alors ce qui est dramatique aussi, c'est que Robert Boulin, c'était quelqu'un de remarquable, hein. Je crois quelqu'un de très honnête, qui a vraiment le sens de l'intérêt public. Benoît Colomba le rappelle qu'il a été gaulliste de la première heure, résistant, député maire de Libourne, constamment réélu depuis 1958, fidèle de Jacques Chaban-Delmas. C'est une figure méconnue de la Ve République, comme si les conditions troubles de sa mort l'avaient relégué dans les oubliettes de l'histoire. Il a pourtant servi 3 présidents de la République, De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Tout au long de son parcours politique, il n'a cessé d'occuper des postes clés. Secrétaire d'État au rapatrié en 61, alors que la guerre d'Algérie s'achève dans la douleur. Secrétaire d'État au budget de 62 à 68. Ministre de l'Agriculture, ministre de la Santé de 69 à 72. Ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors, ça tombe en pleine bagarre entre Giscard et Chirac, et donc le 30 octobre 1979, il y a 40 ans, on retrouve son corps en forêt de Rambouillet, au bord de l'étang rompu à Saint-Léger-en-Yvelines. Alors Benoît Colomba a enquêté, et beaucoup de témoins de l'époque, moi-même j'avais enquêté sur l'affaire, pour eux c'était pas une scène de suicide. Donc Benoît Colomba a vu plein de personnes, et il pense qu'il a été tué par les services secrets, le SAC, parce qu'il allait révéler des secrets sur des financements occultes, notamment par le Gabon. C'est un mystère qui reste vraiment... ça serait bien que notre démocratie ressorte la vérité sur cette affaire.